Messieurs, dames, comment allez-vous? On s'approche de plus en plus de la fin de la saison 24-25. Quels sont les enjeux de cette fin de saison? C'est exactement ce qu'on va voir avec un top 10 maintenant. Le premier point qui concerne le Ballon d'Or, c'est une question qui est sur toutes les lèvres, toujours à ce niveau-là de la saison, parce qu'on a des débuts de réponse. La piste principale qui nous amenait à Mohamed Salah s'étouffe un petit peu avec l'élimination en huitième de finale de Ligue des Champions, ce qui paraît plutôt logique. Alors il est sur une saison avec un bilan comptable exceptionnel, c'est du presque jamais vu. Il est presque sur un record de passes décisives en Première Ligue. Le record dans une saison c'est 20, co-détenu par Thierry Henry et Kevin De Bruyne. Salah en est à 17, il reste 9 journées. Donc c'est déjà un premier point. Il s'approche inexorablement du record d'Alan Shearer du nombre de contributions dans une saison de Première Ligue, qui avait marqué 34 buts et fait 13 passes décisives, donc un bilan de 47 contributions. Salah en est très proche parce qu'il en est à 44. Donc ça c'est déjà un fait de la saison. Maintenant, comme on a dit, il y a pas mal de chances pour que le vent tourne. En plus de ça, ils viennent de perdre en finale face à Newcastle d'une coupe domestique. Donc on peut se pencher sur le deuxième joueur qui fait beaucoup parler depuis le début de saison, c'est Rafinha de Barcelone, qui a également de belles statistiques, qui fait une bonne saison et qui est surtout là dans les grands rendez-vous. Il s'illustre aux moments les plus importants. Donc c'est quelque chose à retenir, mais c'est pas le seul Barcelonais à pointer le bout de son nez. On parle beaucoup aussi de Lamine Yamal et également de Pedri, qui se fait plus discret, en même temps moins offensif, donc moins de contributions décisives, mais il est peut-être considéré cette année, cette saison, comme le meilleur milieu de terrain du monde peut-être. Donc il y a un faire-valoir en tout cas, il y a une vraie discussion qui va s'installer. Je pense que beaucoup de choses vont se jouer dans le Final 8 de Ligue des Champions. Et en tant que Français, j'aimerais intercaler peut-être deux noms qui peuvent potentiellement, selon le parcours en Ligue des Champions, peut-être aussi, et autres, pourquoi pas insérer le nom de Kylian Mbappé et d'Ousmane Dembélé. Ça me paraît pas farfelu. Je pense que malgré des hauts et des bas, ils n'ont pas toujours été au top. Selon la manière dont ils termineront la saison, ça pourrait avoir un énorme impact sur leur classement. Le deuxième point, ça va concerner un joueur qui se prénomme Harry Kane, qui devrait connaître le premier titre de sa carrière. Harry Kane a 31 ans, pourrait enfin soulever un trophée et sincèrement c'est un moment d'histoire. C'est un moment du foot moderne. Un tel joueur n'ayant jamais soulevé de trophée, évidemment que lors de cette dernière journée de Bundesliga, même avant, ils seront probablement titrés avant la dernière journée, je serai devant ma télé pour voir ce joueur célébrer parce qu'il le mérite amplement. C'est un joueur qui a fait 5 fois top 10 Ballon d'Or, c'est le meilleur buteur de l'histoire des Three Lions, également de Tottenham, c'est le deuxième meilleur marqueur de l'histoire de la Première Ligue. C'est pas rien non plus. Et surtout, c'est impressionnant comme ce joueur est maudit. Je me demande même s'il peut pas arriver une embûche sur la route du Bayern pendant cette fin de boulie. Parce que ce joueur est donc finaliste 2 fois de la Coupe de la Ligue anglaise, finaliste une fois de la Ligue des Champions, finaliste de la Super Coupe d'Allemagne quand il arrivait du côté de Munich, et finaliste 2 fois de l'Euro. Si ça, c'est pas être maudit. Donc cette saison, j'aurais bien aimé voir le Bayer Leverkusen ressoulever le titre, mais rien que pour Harry Kane. Je suis très heureux de ce qui se passe au Bayern et j'ai très hâte de célébrer avec lui. La rivalité Barcelone-Real Madrid qui renaît de ses cendres et on n'en a pas fini avec cette saison. Ils se sont déjà affrontés quelques fois, ça a toujours été des matchs un peu dingues en faveur de Barcelone, mais c'est pas pour autant que tout est du côté Blaugrana. En championnat déjà, on écarte un petit peu l'Atlético, il y avait un mano à mano qui se transforme en mano à mano parce que l'Atleti vient de perdre face au Barça en championnat, ça les écarte un petit peu de la première place. Donc là, Barça, Real sont à 60 points chacun.
en Liga. Le Barça a un match de moins et ils se rencontrent le 11 mai ou le 5 mai plutôt, l'une des dernières journées du championnat pour sûrement se départager. Ça va être magnifique, ça va être un choc au sommet. Également, ils vont probablement se retrouver, enfin probablement, il y a des chances pour qu'ils se retrouvent en finale de la Coupe du Roi. Le Real de son côté a un pied et demi en finale déjà, en tapant la Sociedad. Il y a un match retour, attention quand même. Mais de l'autre, le Barça a fait 4-4 face à l'Atlético Madrid au match aller. C'était chez eux. Donc le retour va pas être évident, mais on va potentiellement se retrouver encore avec un Classico en finale, ainsi qu'en Ligue des Champions où ils font... S'ils se retrouvent déjà, c'est en finale, ça serait exceptionnel. Le Barça a un parcours abordable, le Real... c'est le Real, donc franchement c'est largement possible. Je pense que le storytelling va être incroyable et qu'on n'a pas fini d'en écouter parler. Le petit plus qui rajoute un petit peu de piment à tout ça, c'est que ce sont deux clubs parmi les seuls clubs d'Europe. Il y a un cercle assez fermé des deux seuls clubs d'Europe qui peuvent encore obtenir le triplé cette saison. Donc Barça, Real, ce qui nous emmène sur notre quatrième point, donc les clubs qui peuvent encore faire le triplé. Parmi eux deux, on a également l'Inter et le PSG qui peuvent faire le triplé, un triplé retentissant. Ils sont tous les deux en bonne posture pour avoir le championnat, leur coupe et en Ligue des Champions advienne que pourra. Pour la petite histoire, on a également deux autres clubs de moins grande envergure qui peuvent faire le triplé également. C'est Bodo Glimt en Norvège qui se trouve premier de leur championnat, et en Europa League ils sont encore en course. Ça va être difficile mais c'est possible. Même situation pour Jagiellona, club polonais qui a la même situation mais en Conference League. Alors l'impact d'un triplé dans le monde du foot, c'est pas rien, c'est souvent des choses qui restent dans les annales. On a récemment eu le cas de Manchester City qui a réalisé un triplé historique qui a fait écho à celui de Manchester United, son prédécesseur. C'est des moments forts et surtout uniques. Donc en tant que spectateur, supporter ou non, on vit un petit peu pour ces moments-là. Et moi je vis pour allumer ma télé et voir une équipe réaliser une saison exceptionnelle. Donc il y aura un petit peu ce supplément d'âme autour de l'Inter, du PSG, du Real et du Barça cette saison, et puis de Jagiellona et de Bodo Glimt. En parlant d'Europe, un autre point qui a toujours un lien avec le PSG, c'est le potentiel exploit des clubs français. On a le PSG et l'OL qui se retrouvent en quart de finale, donc de Ligue des Champions et d'Europa League. Les parcours ne sont pas évidents. Ça restera pour les deux clubs, s'ils vont au bout, un exploit. Donc ne pas trop compter dessus. Cependant, le PSG fait figure de favori, il fait partie des favoris. L'OL a sa carte à jouer. Manchester United malade en quart. Ça sera déjà un gros morceau de passer. Je militerai pour que ces deux clubs gagnent ces coupes respectives. Il y a tellement d'histoires autour. On pourrait avoir le PSG qui remporte la Ligue des Champions juste après le départ de Mbappé et de leurs stars. On pourrait avoir l'OL qui remporte l'Europa League alors qu'ils sont sous le coup d'une descente en Ligue 2. Faut pas l'oublier. On pourrait vivre quelque chose d'extraordinaire. Et puis pour le foot français, c'est non négligeable. Imaginez-vous vivre dans un monde où Marseille ne serait plus le seul club français à remporter la Ligue des Champions, où Paris s'insérerait au débat, où Lyon aurait un petit mot à dire. Ça serait franchement merveilleux. Même que l'un des deux cette saison, je prends à bras ouverts. En Serie A, c'est la course à l'Europe. Entre la 4e et la 9e place, il n'y a que 6 points d'écart. Et franchement, sortez les pop-corns et observez. On a un Bologne taille patron qui parmi les grands se fond dans la masse, et même plus que ça, c'est eux qui sont actuellement 4e et en Ligue des Champions. La Juventus derrière commence à vraiment lever le pied, ça devient difficile pour eux. Est-ce qu'ils vont résister? C'est toute la question. On a juste derrière les deux équipes de Rome. La mayonnaise monte étant donné que ce sont deux clubs parfaitement rivaux. Donc c'est génial pour le spectacle. Juste en dessous, on a la Fio et Milan qui pourraient être privés
d'Europe cette saison également. C'est pas rien pour un club de l'envergure du Milan. Donc franchement, on a tout intérêt à suivre ce qui se passe en Serie A. Il y a beaucoup de suspense, alors profitons-en. C'est pas toutes les saisons comme ça. On se dirige en Angleterre où on a la situation des deux United qui est préoccupante. D'un côté, on a chez les Bleus les Sky Blues, un Pep Guardiola démuni qui ne trouve plus les solutions et un Manchester City qui pourrait ne pas jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Imaginez-vous un instant voir City en Europa League ou en Conference League ou sans rien, ce serait complètement démentiel. Pep Guardiola vraiment au bord du gouffre, on sent qu'il est au bout de ses capacités mentales. De l'autre, chez les Rouges, les Red Devils, pour qui c'est guère mieux, ils misent tout sur l'Europa League cette saison. Ruben Amorim serait déjà licencié depuis quelques semaines si le licenciement ne coûtait pas si cher au club. Donc il va rester, il sera là la saison prochaine, j'ai pas trop de doute là-dessus malgré toutes les spéculations qu'on va avoir cet été. Non, franchement, les deux clubs là, les deux United historiques qui sont dans une telle galère, c'est pas beau à voir, mais par contre on s'en délecte pour savoir comment est-ce qu'ils vont se sortir de ce pétrin et surtout quand est-ce que ce sera, parce que c'est des clubs qu'on a envie de voir en haut des classements et en phase finale de Ligue des Champions. Les deux n'y seront pas. Voilà tout. En restant en Angleterre, mais une division en dessous, c'est la Championship qui est super intéressante. On a un trio de tête. Il n'y a que 2 équipes qui montent directement, mais on a 3 équipes qui se tirent la bourre. On a Leeds et Sheffield United qui sont à 80 points tous les deux. Burnley juste en dessous à 78 points. C'est un coup oui, un coup non, c'est je t'aime moi non plus. Et on a également le Sunderland de Régis Lebris qui se trouve à la 4e position, qui pourrait faire son retour fracassant en Première Ligue. Alors c'est pas encore fait, mais en tout cas on a tout intérêt à suivre ça parce que le retour de ce club mythique, évidemment qu'on a envie de le voir, et surtout la bataille des 3 premiers actuellement, qui va être le malheureux à ne pas monter directement avec une si belle saison. C'est parfaitement intéressant. Et on reste dans les 2e divisions, mais du côté de l'Allemagne cette fois-ci, avec Hambourg qui pourrait faire son retour en Bundesliga. Alors dit comme ça, ça vous choque peut-être pas, mais ça fait 8 ans qu'ils n'y sont plus allés depuis la saison 2017-2018, alors qu'Hambourg c'est un club mythique qui a déjà remporté la Ligue des Champions et qui est un cadre, un pilier de la Bundesliga. Ce club est au bord de la montée chaque saison, je vous sors les chiffres. En 2018-2019, ils finissent 4e, 19-20, 4e, 20-21, 4e, 2021-2022, 3e, 2022-2023, 3e et 2023-2024, 4e. Tout ça sans jamais monter en 8 ans. Alors le retour de Hambourg en Bundesliga, on attend. Ça serait historique, oui et non. Mais en tout cas, c'est clairement l'une des choses, l'un des faits marquants de la saison, sans aucun doute. Et le 10e gros enjeu de cette fin de saison, c'est au Portugal, la bataille entre les deux Lisbonne, le Benfica et le Sporting sur un fil pour savoir qui sera champion cette saison. Il faut savoir que le Sporting connaît donc une saison particulière avec le départ de Ruben Amorim, la transcendance de Victor Gyökeres, qui ont ensuite un peu battu de l'aile en deuxième partie de saison, grosso modo. Là pour le moment ils tiennent leur avantage sur Benfica, ils ont 3 points d'avance sur eux mais avec un match en plus, sachant qu'ils se rencontrent en championnat lors de l'avant-dernière journée. Donc là encore une fois ça va être le feu, il faudra bien allumer vos télés. Le Sporting a déjà perdu 2 finales cette saison, une en Supercoupe du Portugal face à Porto et une autre en Coupe de la Ligue face au Benfica justement. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que les deux sont en demi-finale de chaque côté du tableau de la Coupe du Portugal et pourraient se retrouver en finale. Il y a même de grandes chances, donc la double confrontation va être magistrale. Et le bonus, ça pourrait être cette Ligue des Nations
Je suis en train de tourner pendant la trêve internationale. J'attends le premier match de l'équipe de France dans 2 jours. Franchement, l'équipe de France m'a manqué, donc j'ai un peu hâte. Et en tous les cas, on va avoir de belles affiches. Là, on joue la Croatie. Si ça passe, on pourrait prendre l'Espagne. En fait, le tableau est magnifique. Je vous l'affiche là. Il manque l'Angleterre en termes de grosses nations européennes. Mais on a un peu le gratin là. J'étais pas forcément pour qu'on accorde de l'importance à cette compétition, mais là je suis plutôt content de l'avoir et je pense même qu'elle pourrait avoir un impact sur le Ballon d'Or selon l'équipe vainqueur. Imaginons un Yamal en feu avec l'Espagne ou un Dembélé avec l'équipe de France. Pourquoi pas, rêvons plus grand.